Actu, c'est parti pour 90 minutes. 90 minutes au cours desquelles nous allons essayer de revisiter certaines actualités telles que traitées par la rédaction de YesTV cette semaine. Évidemment, les activités sociales sont au cœur du débat avec des grèves, des mouvements de grève, notamment au niveau des enseignants, avec ce qu'on a appelé le mouvement OTS, on a trop supporté, dont l'action principale est la crème morte. Il s'agit simplement pour les enseignants de se rendre, certes, dans les établissements scolaires pour l'essentiel du secondaire, mais de ne pas dispenser des cours. Ça s'est vu à Douala et partout ailleurs au Cameroun. Le gouvernement attend une réponse, mais jusque-là, semble-t-il, la satisfaction n'est pas totale. Avec l'invité, on va déblayer de toute cette actualité, comme on parlera évidemment d'autres sujets de cette semaine, la vie chère, avec l'augmentation des prix en général des produits de première nécessité sur les marchés, ce qui évidemment embête énormément le panier de la ménagère. On reviendra également sur le football, avec ces séquences qui n'en finissent pas au niveau de la Fédération camerounaise de football, à travers ses acteurs et aussi le tribunal arbitral du sport. Et on parlera de cette autre actualité qui, évidemment, depuis quelques semaines, ne cesse de faire pâlir certains Camerounais, la crypto-monnaie. L'invité de ce dimanche est député à l'Assemblée nationale, non moins président du PCRN, Cabral Libé dans ce studio. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes parti de Yaoundé pour cela. Bonsoir à vous, monsieur Dipita Tongo. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Cabral Libé, vous avez repris le chemin, évidemment, de l'hémicycle cette semaine. Vous, au PCRN, vous en tant que député, parce que l'un des pans, évidemment, de cette émission, c'est d'essayer de comprendre, j'ai failli dire le mutisme ou le silence des députés. Sous quel prisme mettez-vous cette session de mars 2022 ? D'abord, quand vous parlez de silence, je veux comprendre. Le silence. Silence en termes de peut-être d'action. Évidemment, on a vu quelques coups de gueule, des sorties, pour certains timorés, pour d'autres véhémentes, de certains députés qui, évidemment, se sont exprimés sur la question. Mais très peu d'actions. On vous a peut-être pas vu rencontrer les OTS, peut-être ça s'est fait sous silence aussi, voilà. Mais on aimerait voir peut-être plus, on aimerait vous voir aux côtés de cela, peut-être en parler avec le gouvernement, rencontrer les ministres sectoriels, faire des propositions effectivement dans ce cadre-là. Ok. Il vous a donc, puisque vous parlez des enseignants, d'accord, il vous a donc certainement échappé que j'étais pratiquement le premier politique à prendre clairement et rigoureusement position sur cette affaire. Je dis bien parmi les tout premiers politiques, après qu'ils aient introduit leur mot d'ordre de grève, c'était le 17 février. Et après qu'ils aient été reçus, le 21 février. Et d'ailleurs, après cette audience qui leur avait été accordée au Premier ministère, j'avais dénoncé le caractère dédaigneux de la synthèse que le Premier ministre avait faite à l'issue de cette audience. Il vous a certainement aussi échappé que le député PCRN, Diba François, qui est jusqu'à date le vice-président de la commission éducation à l'Assemblée nationale, a reçu notamment les syndicalistes, tous les syndicalistes du secteur de l'éducation, pour comprendre le fond du problème. Mais il ne s'agit pas d'un concours de beauté. Moi, j'ai réagi, c'est vrai, comme représentant du peuple. Mais comme j'aime toujours à le rappeler, je suis fils d'un professeur de lycée. Je suis l'époux d'un professeur de lycée ou d'une professeure de lycée. Je suis l'aîné d'une fratrie de 10 enfants, dont 3 sont professeurs de lycée. J'aime souvent rappeler cela, c'est important. Donc, tout ce dont parlent les enseignants dans leurs documents qu'ils ont rendus publics, je sais très bien de quoi il s'agit. Parce que je sais quand est-ce que mon épouse a eu son premier salaire. Je sais après combien de péripéties chacun de mes cadets professeurs de lycée
dont un en service à l'ouest, l'autre au nord, d'ailleurs là où un enseignant est décédé l'autre jour, mon cadet est en service à Pouli, et l'autre dans le littoral. Donc, je sais très bien de quoi il s'agit. On va donc aborder ces questions. Je regrette d'entendre, et je l'ai dit, d'ailleurs sur vos antennes aussi, je crois, parce que j'ai écouté la doyenne d'âge de notre chambre. C'est vrai qu'elle m'a laissé l'impression qu'elle se croyait dans un talk show. Parce qu'elle n'a pas manqué de nous rappeler les traits de beauté de la première dame et tout le bien qu'elle pensait de son président de parti, ce qui lui a valu évidemment plusieurs salves d'applaudissements. Mais nous autres, nous avons attendu en vain qu'elle marque une certaine rigueur, une certaine fermeté, une certaine gravité sur cette situation qui indigne tous les Camerounais. Elle ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, nous n'avons pas manqué, nous au PCRN, d'exprimer notre désappointement au sortir de cette cérémonie d'ouverture de la session de mars. Je suggère donc qu'on y revienne dans les détails tout à l'heure. Le temps peut-être de planter le décor avec le reportage de nos équipes à Yaoundé, qui évidemment ont suivi cette ouverture de session. Olivier Bozique nous en parle. Le train de mesures diligenté par le président de la République, les seigneurs de la Crête demeurent indignés et revendiquent des actions concrètes de la part du gouvernement. 2 semaines de négociations sans succès, le Parlement s'inquiète davantage pour les élèves pénalisés. Nous souhaitons que se poursuivent les concertations engagées jusque-là entre le gouvernement d'une part, les collectifs et les syndicats d'enseignants d'autre part. Il s'agit de trouver des solutions concrètes et rapides aux préoccupations soulevées par les enseignants. C'est l'un des sujets brûlants évoqués par la doyenne d'âge, Laurentine Kouafegue, en ouvrant la première session ordinaire de l'année législative 2022. Le gouvernement sera certainement invité dans les jours qui suivent à s'expliquer au Parlement sur ce problème qui paralyse l'éducation depuis des années. Une crise qui n'est pas isolée dans la situation chrysogène globale qui s'écoule au Cameroun. Tenez par exemple l'augmentation du coût de la vie, le scandale financier du coronavirus, l'après-CAN 2021, la lutte contre le terrorisme, le recul inquiétant de la liberté d'expression sont entre autres cas qui mettent le Cameroun au bord du gouffre et interpellent le Parlement. Seulement, pour contrôler l'action gouvernementale dans la sérénité, les parlementaires devront en urgence évacuer les batailles au sommet de l'Assemblée nationale entre les clans Gaston Komba et Kavaï et Guédibril. Même si plusieurs députés annoncent déjà sous cap un départ imminent de Kavaï à la tête de la Chambre depuis 1992, d'aucuns veulent d'abord voir clair sur les curieuses accusations ayant conduit au départ controversé de Gaston Komba. Pour l'heure, le Parlement est divisé, le climat est tendu. Le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale prévu dans quelques jours présage de fortes empoignades à l'hémicycle. On va certainement commencer avec ces problèmes internes au bureau de l'Assemblée nationale. Quelle appréciation ou alors quel regard vous jetez sur ce départ, je vais dire, en fracas, sous fond d'accusation de détournement? Kavaï n'a pas été parlé du dos de la cuillère, pour le dire, se séparant de son secrétaire général. Vous, d'ailleurs, vous êtes membre du bureau, je pense, en tant que questeur. On ne vous a pas vu d'ailleurs. Non, secrétaire. Secrétaire, pardon. On ne vous a pas vu à la séquence, à la séance qui a conduit au départ de Gaston Komba. Comment ça s'explique? Parce que je n'ai pas pu être là. D'accord. La réunion du bureau avait été convoquée la veille. Et moi, j'étais dans ma circonscription d'origine pour une tournée d'inspection. Donc, j'ai donné procuration à un collègue pour qui pouvait être là, pour qu'il puisse me remplacer. Mais de toute façon, les débats ont tourné court. Je crois que les médias, notamment le vôtre, avaient été conviés à cette réunion qui a duré, je crois, une dizaine de minutes et qui s'est limitée au discours du président de la Chambre, qui a égrené, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les griefs. Et puis au bout de ce chapelet de griefs, il a prononcé en notre nom la sentence. Et puis il a clos les débats. Bon, il n'a exercé là que des attributions que lui concède le règlement de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a clos les débats, écoutez, les débats ils sont clos.
Ce n'est pas moi qui vais vous rappeler qu'il n'y a pas de voie de recours. D'accord. Et vous, comment vous appréciez cette... Moi, ce que j'avais souhaité, c'était qu'une réunion, effectivement, du bureau soit convoquée, que les griefs soient portés à l'attention des membres du bureau et que possibilité soit donnée à l'intéressé, le secrétaire général sortant, afin qu'il se défende et qu'au bout de cet exercice contradictoire, qu'une décision puisse être prise qui emporterait la majorité, les voix de la majorité des membres du bureau, ou alors qui se résumerait à l'impérium du président, qui de toute façon a une voix prépondérante. Malheureusement, moi, c'est une séquence qui moi m'a laissé sur ma faim, parce que même lorsque je donnais la procuration, c'était dans l'expectative que celui qui l'avait, qui en était porteur, puisse à mon nom voter pour ou contre. Mais bon, l'occasion n'a pas été donnée, mais ce vote que j'estimais devoir se faire devait s'inscrire, comme je viens de le dire tantôt, au bout d'un exercice. Donc vous relevez qu'il y a une irrégularité sur la forme et dans le fond? Non, la réunion de bureau s'est tenue, comme moi je l'avais souhaité. Je rappelle que j'avais fait une publication. Dans les règles de l'art? Oui, bien sûr, il a convoqué, enfin, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai impératif pour convoquer. Bon. J'avais souhaité qu'effectivement la réunion soit convoquée et que le bureau se prononce. Parce que lorsque vous lisez le règlement de l'Assemblée nationale, vous vous rendez bien compte que le législateur avait voulu que le travail au sein du bureau soit plus collégial qu'autre chose. C'est pour ça que vous verrez que les attributions individuelles du président de l'Assemblée nationale sont pour l'essentiel des attributions de police. C'est-à-dire dans la conduite des débats, des travaux. Il a le pouvoir de vous sortir de la salle, de vous donner la parole, de vous la retirer, de vous expulser. Mais sur toutes les autres questions qui concernent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, vous verrez, si vous vous intéressez au règlement, qu'il est dit à chaque fois le bureau, le bureau, le bureau. C'est pour ça que lorsque les premières décisions avaient été rendues publiques, j'ai fait une sortie publique, moi, pour dire attention à ces décisions individuelles. Lorsqu'on lit bien le règlement intérieur, ce type de décisions doivent émaner du bureau et non pas du président intuitu personnel. Bon, puis donc, il y a eu cette convocation de réunion du bureau. Hélas, mes expectatives n'ont pas été suivies telles que je voulais que les débats se fassent. Mais bon, je crois que ceux qui étaient là ce jour n'ont pas jugé utile de réagir. Donc la séquence, elle est close. Vous êtes-vous intéressé de près aux griefs relevés par le président de l'Assemblée nationale à l'égard de son secrétaire général parti? Bien sûr. J'ai été interpellé, notamment l'un d'entre eux, qui a été prononcé le jour de la réunion, où il avait traité le secrétaire général d'opposant. Et cela a été retenu comme grief. Enfin, j'étais quelque peu surpris que le statut d'opposant puisse être retenu comme grief et puisse être rangé dans le lot des autres griefs. Donc celui-là, il m'a particulièrement heurté. Je ne savais pas que c'est ce type d'appréhension que le président de l'Assemblée nationale se faisait de ceux qui n'étaient pas membres de son parti politique. Mais je crois savoir que le reproche était donc fait au secrétaire général sortant de ne plus être docile, comme cela semble être la règle au sein du parti au pouvoir, ce qu'ils appellent discipline de parti. Donc je crois que lui, il a estimé qu'il était devenu indocile, donc cela a été retenu comme grief. Mais il y en a d'autres qui sont d'ordre financier et tout, mais hélas, n'en ayant pas reçu les éléments matériels d'accusation, je ne saurais donc partager tout de go et aveuglément la qualification qui en est faite, et n'ayant pas entendu non plus l'intéressé lui-même se prononcer. Bon, je me dis, ceux qui sont dans le secret des choses ont fait ce qu'ils voulaient. Mais vous savez, moi, ce n'est pas tant ce type de choses qui m'intéresse le plus à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit au moment où on y entrait, le PCRN n'est représenté à l'Assemblée nationale que par 5 députés. Nous sommes un des 12 secrétaires, je parle de moi. Je rappelle que le bureau a 23
23 membres. Je suis le 11e secrétaire sur les 12 qu'il y a. Je crois, après moi, si on, dans l'ordre d'énonciation, c'est le député de l'UDC, honorable Ndam, qui vient après moi. Bon, au sein de l'Assemblée nationale, nous sommes évidemment repartis dans les commissions. Le poste le plus élevé que nous occupons dans les commissions, c'est vice-président, je l'ai dit tout à l'heure, de vice-président de la commission éducation. Nous sommes complètement absents de la commission des finances. J'ai plusieurs fois interpellé le président de l'Assemblée nationale, j'ai interpellé le ministre chargé des relations avec les assemblées, bref, et même le secrétaire général sortant de l'époque. Je leur ai dit, mais ce n'est pas normal que le PCRN ne soit pas représenté au sein de la commission des finances. Bon, vous voyez donc, nous, ayant été éloignés, nous n'avons pas de questeur. Nous ne sommes pas représentés à la commission des finances. J'ai envie de dire Dieu merci. Cet écartement nous a tenus à l'écart de tout ce que vous évoquez là. Parce que je suis dans l'incapacité de vous dire où va l'argent, quelle est la direction que ça prend, qu'est-ce qu'on en fait. Et pour tout vous dire, je n'en ai strictement rien à foutre. Je suis à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple qui m'a élu. Donc j'ai plutôt hâte de parler des préoccupations qui concernent le peuple. Et justement, parlant des préoccupations, l'intérêt du peuple, c'est que vous vous intéressez à tout ce qui tourne autour de l'Assemblée nationale, qui c'est peut-être pour mieux porter sa voix et interpeller le gouvernement et même peut-être le bureau. Je pense que jusqu'ici, ce n'est pas les bagarres autour des finances qui empêchent que de bonnes lois soient votées à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les bagarres de partage d'argent, ou je ne sais trop quoi d'ailleurs, qui font qu'on a fait voter une fausse loi sur les associations culturelles, ou qu'on vote d'année en année une loi de finances qui est complètement ubuesque, qui ne respecte même pas les orientations budgétaires qu'eux-mêmes se donnent. Donc, vous savez, il faut bien segmenter les choses. Les questions administratives à l'Assemblée nationale, leur fonctionnement ou leur dysfonctionnement, du peu que je sais et je vois à l'Assemblée nationale, ne sauraient être considérés comme étant des facteurs d'entrave à la votation de bonnes lois en lesquelles le peuple se reconnaîtrait. Non, le problème est plutôt ailleurs. Le problème est dans l'assignation qu'on a donnée à l'Assemblée nationale. Je le disais déjà avant d'y aller, et maintenant que j'y suis, je le confirme que l'institution parlementaire au Cameroun a une fonction principalement décorative. Comme cela ressort généralement de toutes les études qui sont faites, c'est une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté, mais ça c'est sûr de tout le monde, d'anesthésie de la chambre parlementaire. Donc elle existe pour donner une caution à l'idée que le Cameroun a 3 pouvoirs qui sont séparés. Mais tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, de fond, se décide en dehors de l'Assemblée nationale. Ça se décide au sein du pouvoir exécutif. D'accord. La preuve, il y a parfois des textes qui arrivent et vous sentez bien dans les réactions des uns et des autres que la majorité n'est pas d'accord. Que ce soit dans des travaux de commission, que ce soit dans les prises de parole en plénière. Vous sentez bien que plus de la majorité des députés sont écœurés par tel ou tel aspect, par tel ou tel texte. Mais à la fin de la journée, le texte passe. À la fin, le texte passe. C'est d'autant plus étonnant que vous comprenez que lorsque le mot d'ordre est venu... Pour sortir de l'Assemblée, avez-vous des appréhensions sur le renouvellement du bureau? C'est la première session annuelle, c'est l'une des missions de cette session parlementaire. Je vais peut-être vous redire ce que je vous ai déjà dit. Ces choses-là sont décidées en dehors de l'Assemblée nationale. Je vous dis que je suis membre du bureau. Donc, lorsque ils se sont accordés, ils viennent et vous lisent le bureau qu'ils ont arrêté. Ils essayent de suivre ce que le règlement dit, c'est-à-dire qu'il faut un effort de représentation au sein du bureau des autres partis politiques. Je rappelle que le deuxième parti à l'Assemblée, c'est l'UNDP avec 7 députés. Ils ont un vice-président. Nous sommes 3e ex-aequo avec le SDF. Nous avons chacun des partis 5 députés. Le SDF a un poste de questeur, honorable Joshua aussi.
Et nous, au PCRN, un poste de secrétaire. Et puis l'UDC, qui a 4 députés, a également un poste de secrétaire. Donc, de toute façon, ça se décide au sein du groupe majoritaire, qui voit donc ce qu'ils ont la part du lion, évidemment, numériquement. Et puis, ils voient maintenant ce qu'ils peuvent donner aux autres. Donc, quand on vous appelle, on vous informe que voilà la décision qui a été prise. Sur le plan personnel, vous, en tant que député, au regard de tout ce qui est dit autour de ce bureau, de son président, Cavaille, qui, pour certains, n'a fortement plus la main, pour d'autres, a pratiquement accaparé cette Assemblée nationale avec famille, autres, autour de la gestion de cette... Vous le voyez revenir sur le plan personnel? Avez-vous l'ambition de le revoir revenir? Je vais peut-être vous le redire. Ça se décide d'ailleurs. Je vais vous le redire en d'autres termes. J'interpellais sur ce point votre intime conviction. Les petits arrangements qu'il y a au sein du parti au pouvoir ne m'intéressent absolument pas. D'accord. Et ils ont la majorité là-bas. Ils mettent qui ils veulent, puisque de toute façon, c'est eux qui sont majoritaires. Donc, écoutez, parlez-moi du PCRN, je vous dirai ce qu'on y fait. Parlez-moi des problèmes des Camerounais. Et je vous donnerai mon avis là-dessus. Mais sur ce qu'un parti politique concurrent au nôtre fait de ses militants, de ses élus, ils viennent pas, ils partent pas. Pour tout vous dire, vraiment, pour nous, c'est des préoccupations de second ordre. Parlons donc du mouvement OTS. On va peut-être planter le décor avec ce reportage. C'était un peu le point culminant cette semaine à Douala. Les élèves qui ont décidé comme ça de soutenir leurs enseignants, ça s'est vu du côté du lycée de Mabanda. On s'y arrête et puis on rentre dans le sujet à l'instant. 3 semaines déjà que dure l'opération Crémote. Les enseignants présents dans les établissements scolaires n'entrent pas dans les salles de classe et aucun cours n'est dispensé. Fatigués d'errer dans les couloirs des écoles, les élèves disent leur courroux. Ici, ce 7 mars 2022, les élèves du lycée bilingue de Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala, sont en route pour l'esplanade de la sous-préfecture. Objectif, demander à l'autorité administrative de plaider pour que des solutions soient trouvées aux problèmes de leurs enseignants. Ça va, Léo? À Tokombéry, dans la région de l'extrême nord, ces apprenants disent vouloir préparer sereinement leurs examens. Comment se fait-il, monsieur? Depuis 2 semaines, il n'y a pas cours. Les enseignants viennent et ils ne font pas cours, ils ne dispensent pas cours. Nous, les élèves, on peut supporter comment? On ne peut pas aussi supporter. Dans la région du Sud, c'est au gouverneur que les élèves demandent de résoudre les problèmes de leurs enseignants. Entamé le 21 février dernier, le mouvement On a trop supporté rentre dans sa 3e semaine. Des milliers d'enseignants de plusieurs établissements scolaires publics du Cameroun revendiquent le paiement des salaires, des avancements et des rappels pour les uns et l'intégration pour les autres. Il faut noter que le gouvernement a réagi, ou du moins a prescrit un certain nombre de mesures pour répondre à ces enseignants-là. Pas moins de 4 ministres étaient devant les caméras cette semaine, le ministre de la Communication, les 2 ministres des secteurs concernés, le MINEDUC, donc enseignement de base, MINESEC, enseignement secondaire, et puis le ministre de la Fonction publique. Pour vous, première réaction, vous dites, le gouvernement veut juste dans la réponse apportée à ce mouvement, aux enseignants du secondaire qui manifestement ont et tout le monde le reconnaît, des revendications pertinentes. Vous savez, avec ces revendications des enseignants, je pense que l'incurie de l'État du Cameroun a atteint, dans l'opinion, un point culminant. Comme je vous l'ai dit, moi qui suis proche des enseignants, je sais très bien de quoi il s'agit. Mais beaucoup ne le soupçonnaient peut-être pas. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent. J'ai envie de dire aux Camerounais, voilà l'État qui nous gouverne. On a parfois envie de leur demander, finalement, en dehors de la fraude électorale, de quoi d'autre avez-vous la maîtrise, finalement? Parce que, je dois vous le dire, pour avoir fait plusieurs élections, que
l'intelligence de fraude de ces gens est probablement à classer parmi les meilleurs de la planète. Mais une fois qu'ils ont fait ça, pour rester 40 ans au pouvoir, finalement, que savent-ils faire d'autre? Parce qu'une telle inhumanité, de quoi on parle juste? Parce qu'on s'étale, on va dans tous les sens. Je rappelle que les mesures qui ont été annoncées il y a quelques jours avaient déjà été annoncées en 2017, suite à une autre grogne d'enseignants. Nous sommes dans un pays où on parle de budget-programme. Budget-programme. Nous sommes dans un pays où on vous fait des annonces comme quoi les recettes fiscalo-douanières ont été collectées à hauteur de 100%, voire 110, 120%. Donc on vous dit qu'il y a de l'argent. On est dans un pays, M. Dupita Tongo. De quoi on parle? On parle des gens qui présentent un concours. On leur dit, nous voulons pour telle matière, dans telle école normale, 10 places, 20 places. Ils sont reçus à ce concours. Ils suivent des enseignements pendant 2 ans pour ceux qui entrent avec la licence, 3 ans pour ceux qui entrent avec le bac, voire 5 ans d'ailleurs pour ceux qui, étant entrés avec le bac, veulent continuer après les 3 ans. Donc, on les voit venir. Au moment où ils sortent de l'école, ils déposent toutes sortes de documents. Mais lorsqu'ils sortent de l'école, il y en a qui font 10 ans sans salaire. C'est juste pas possible. Il y a d'autres corps de métier de l'État qui passent par des concours. Alors, je ne sais pas si dans la police, par exemple, parce que c'est aussi un concours, il y en a là-bas qui font 10 ans sans salaire. Je ne sais pas si à la gendarmerie, il y en a là-bas qui font 10 ans sans salaire. Je ne sais pas si à la magistrature ou au sein des corps de greffiers, il y en a qui font 10 ans sans salaire. Parce que jusqu'ici, ou des médecins, eux aussi, sont recrutés par concours. Donc, il y a une sorte de délaissement et de négligence d'un corps qui est pourtant au cœur de l'État. Peut-être les gens ne connaissent pas les chiffres. Les enseignants du secondaire seulement, ils représentent aujourd'hui 34% des effectifs de la fonction publique. Je dis du secondaire, je ne vous parle pas du primaire et du supérieur. C'est-à-dire de 2010 à 2020, selon leurs propres chiffres. Absolument. Ils sont passés de 30 600 à 80 400, seulement en 10 ans. Donc ils sont aujourd'hui 34% des effectifs et représentent environ 32% de la masse salariale. Disons même du traitement du personnel, parce qu'on va rentrer là-dedans. Alors, comment ils peuvent être aussi importants par la taille, aussi importants par les enjeux qu'il y a autour de l'éducation? Je rappelle que le profilage du citoyen dans une société, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et comment ils peuvent faire l'objet d'un tel délaissement? J'entends d'ici des gens qui disent « Ah tiens, il fait de la récupération politique. » Comme quoi, certains sujets seraient interdits parce qu'on porte la tunique d'homme politique. Je rappelle encore à quel point, du point de vue de ma famille, je suis concerné par tout cela. C'est juste inadmissible. Tout le monde a été déchiré, contrit par l'annonce de la mort de Hamidou. Mais avant sa mort, la vidéo qu'il avait faite, professeur d'EPS, depuis mars 2012, resté sans salaire à Beka, où il était le seul enseignant de la 6e en terminale. Comment cela est-il possible? Et j'en viens à votre question parce que le gouvernement aurait pu, en fait, en temps normal, c'est un sujet tellement délicat, honteux, inhumain, par la perception, qu'en fait, le gouvernement se serait montré pressé de camoufler son incurie, sa médiocrité, son inhumanité, en résolvant immédiatement ce problème. Et de quoi on parle? On parle des salaires. Parce que jusqu'ici, les revendications, oui, il y a une part de revendication sur l'augmentation. Mais sur le gros des revendications. Mais lorsque vous le disiez, les salaires, c'est connu. C'est quoi la masse salariale? Qu'est-ce qui compose? Il y a une base indiciaire.
il y a des prestations familiales qui sont obligatoires, et puis il y a des primes. Comment vous expliquer qu'on ne puisse pas les payer? La masse salariale, et je vous ai dit que je revenais là-dessus tout à l'heure, au Cameroun, c'est environ 1000 milliards 100. 1000 milliards 100. Voilà ce que représente dans le budget des 5700 milliards votés récemment. Voilà ce que ça représente. Donc on tourne justement autour de 35%. 35%, mais je vais vous expliquer 35% de quoi. Parce que nous sommes en zone CEMAC. Et il y a des règles communautaires qui fixent le ratio de soutenabilité de la masse salariale à 35%. Du budget. Non, pas du budget. 35% des recettes fiscalo-douanières collectées ou projetées. Et dans le budget qu'on a voté récemment de 5700 milliards, les recettes fiscalo-douanières sont justement de l'ordre de 3000 milliards 100. Donc, lorsque vous prenez la masse salariale qui est de 1100 milliards, enfin j'arrondis, hein, c'est un peu moins, c'est 1083, quelque chose comme ça, vous êtes justement dans l'ordre de 35. Mais eux-mêmes, ils ont annoncé, lorsque le Premier ministre est venu à l'Assemblée, qu'ils iront au-delà. En fait, le Cameroun a toujours été au-delà. Et c'est là où ça devient intéressant. Le Cameroun a toujours été au-delà des 35% du seuil de soutenabilité. Et à chaque fois, on parle donc du traitement du personnel. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que quand on dit masse salariale, en fait, est un sous-groupe du terme générique traitement du personnel de l'État. Et c'est là où les traits de la gabégie apparaissent. Parce que seule la gabégie, je vous l'ai dit, et l'incurie justifie ce qui arrive aux enseignants. Prenez ces 1100 milliards. Comment c'est affecté? Faites une division, hein. Tout le monde a sa calculatrice. Si vous faites 1100, c'est sur l'année. Donc si vous divisez par 12, vous vous retrouvez à un peu moins de 100 milliards par mois que ça coûte à l'État. Et si vous divisez, puisqu'on est sur l'État, aujourd'hui, le nombre d'agents, le nombre de personnes que l'État paye par mois, c'est un peu moins de 350 000. Mais arrondissons à 350 000. Donc, si vous divisez, mais je fais un exercice plat, hein, si vous divisez les 100 milliards, ou un peu moins d'ailleurs, c'est autour de 92 ou 93 milliards, vous vous rendrez compte que si on devait payer le même salaire à tous les agents de l'État, c'est-à-dire du planton au mieux payé, tout le monde aurait donc environ 270 000 francs par mois. Ce qui est marge au budget de l'État, hein, ça ne vous concerne pas, vous êtes du privé. Absolument. Ça veut dire que le problème de la masse salariale du Cameroun, c'est son équité, Une question de répartition. c'est son affectation, c'est sa répartition. Souvenez-vous, peut-être vous avez oublié, du petit scandale, c'était un buzz, hein, qu'il y avait eu en 2020, lorsque le ministre délégué à la justice, le ministre Momo, avait dans une interview dit qu'il gagnait 900 000 par mois et qu'il avait 10 millions de fonds de souveraineté. Absolument. De fonds de souveraineté trimestriellement, pas par mois. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Vous vous rappelez du buzz que ça avait fait à l'époque, c'était estimé, mais justement, vous savez, quand il vous donne ces deux chiffres sont en fait dans deux sous-ensembles. Quand il vous dit, j'ai 900 000, on pourrait mettre ça dans la masse salariale. Mais les autres 10 millions dont il vous parle, ça ce n'est plus la masse salariale. Ça rentre dans le grand ensemble de traitement de personnel de l'État. Ça veut dire dans le traitement du personnel de l'État, vous mettez donc la voiture de service, vous mettez les missions, vous mettez les fonds de souveraineté, vous mettez les hôtels particuliers, vous mettez un certain nombre de choses. C'est donc là, en réalité, que se loge l'inhumanité. En fait, ceux qui doivent décider de la vie des enseignants sont pour la plupart ceux qui jouissent de cette iniquité qu'il y a dans la répartition. Et du coup, ça les coupe de la vraie vie des autres. À cela, évidemment, vous ajoutez donc la corruption qui règne partout. Et là, on parle des salaires. Tout le monde sait. Moi, mon épouse, par exemple, je crois qu'elle a attendu, c'est plus 24 mois, je ne sais plus. Je lui avais dit, je ne veux pas entendre que le moindre copec, de toute façon, on n'en avait même pas à donner. Mais tout le monde connaît ce qu'il faut donner dans tel ministère ou dans tel autre pour que le dossier sorte. Il faut donner quoi? Parce qu'il se passe que tous les mois, il y a une enveloppe qui est dégagée par le ministère des Finances
pour régler ces questions, ce qui est tout à fait normal. Tous les mois ou tous les ans, mais de toute façon, il y a une enveloppe qui est dégagée pour régler ces problèmes, les problèmes d'avancement, les problèmes de primes, des salaires et tout ça. Mais ceux qui doivent donc gérer tout ça, créent des péages, et c'est su de tout le monde. Les démarches sont faites devant tout le monde, dans ces différents ministères. Tout le monde le sait, et on fait semblant de ne pas le savoir. Mais pourquoi ils font semblant de ne pas le savoir? Parce qu'ils savent que le problème est en amont. Et comme tout est complètement déréglé en amont, ils n'ont ni la force ni le courage de régler le problème en aval. Donc, le gouvernement aurait dû se saisir de cette situation-ci pour camoufler, je l'ai dit tout à l'heure, sa bassesse, sa médiocrité, son incurie. Mais que de faire ça? Vous voyez des membres du gouvernement qui se gaussent allègrement devant l'opinion. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ma collègue, honorable Feugueux, est allée nous organiser un talk show au lieu de porter les problèmes des Camerounais. La doyenne d'âge. Oui, enfin, je sais qu'elle m'en voudra parce que je l'ai dit, c'est une maman que je respecte beaucoup. En attendant l'élection du bureau. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il y a une iniquité là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on vous met en avant? On vous met les hautes instructions du président de la République. Mais écoutez, et même là, vous savez, il y a 2 lignes dans le budget aujourd'hui que je fais partie de ceux qui voient ça passer, à défaut de voter, je peux vous dire. Il y a la ligne 94 dont tout le monde parle qui est au MINPAD, et puis il y a la ligne 65, c'est la même ligne, mais cette fois logée au ministère des Finances. C'est la ligne portant intervention spéciale. Et lorsque vous entendez que le président a donné des instructions, on va dans cette ligne, ou dans ces 2 lignes, piquer de l'argent pour le faire. Mais c'est là-bas aussi qu'ils piquent de l'argent pour faire toute autre chose qui alimente leur beuverie. Et puis je crois qu'en 2021, il y a le secrétaire général de la présidence de la République qui a signé une note, qui elle-même était, dit-on, une haute instruction, qui disait que ces lignes ne pouvaient pas être engagées à plus de 100 millions si l'aval n'avait pas été donné par le président de la République. Donc, en fait, désormais, ils peuvent organiser leur beuverie en dessous de 100 millions sur ces lignes, l'un et l'autre étant ordonnateurs. Enfin, ce n'est pas toujours la beuverie, hein, c'est aussi ça qui permet d'aider certains projets ou d'aider certaines personnes. Mais on a donc plafonné cela pour que seul le président donne l'aval pour aller au-delà. Mais justement, on aurait pu aller au-delà de ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu être décidé immédiatement et être fait en 1 mois ou 2. Mais ils sont encore entrés, comme à leur habitude, dans la progressivité, en se disant que le temps passant, la revendication allait s'émousser, les gens allaient passer à autre chose. Vous savez, on est dans un pays où un buzz remplace généralement un autre. Bientôt, on va nous parler, c'est pas trop, d'un bébé qui a avalé un bois et puis ça va occuper l'opinion. Et ils misent sur de telles choses. Mais non, mais non. Et même, M. Dipita Tongo, quand bien même tout ce que je viens de décrire n'avait pas existé, ben voici une session qui commence. Ben on fait une révision de cette loi de finances. Puisqu'il faut trouver 190 milliards, fait 181, moi j'arrondis, il faut trouver 200 milliards pour éponger définitivement cette dette. Mais nous sommes en session. Je ne dis même pas qu'on en convoque une d'extraordinaire. Heureusement, ça a commencé le 17 février, donc 1 mois avant le début de la session parlementaire. C'est donc une occasion maintenant de nous envoyer cette loi de finances, parce que si nous, on l'initie au PCRN, ben écoutez, personne. Ça ne va pas prospérer. Vous savez pourquoi? Parce que pour le faire, excusez-moi, on parlera de propositions de loi. Il faut que ça arrive au bureau, que la conférence des présidents décide. Déjà. Comment? Sait-on jamais, il faut déjà essayer. Ben nous, on a entrepris de le faire, justement pendant cette session. On a entrepris de le faire, c'est même pas bien compliqué. C'est même pas bien compliqué pour le faire. Mais c'était une occasion, de toute façon, de le faire. Ben, puisque vous dites qu'il faut faire, je vous rappelle que le 10 février, le PCRN a déposé une proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire. Ben, ce n'est pas la première. Hein. Nous avons déposé, un peu avant la CAN, une autre proposition portant de résolution créant une commission parlementaire pour la CAN. Ah ben, je vais en parler tout à l'heure. Parce qu'une fois encore, la suite est en train de me donner raison. Mais avec les enseignants, justement, nous avons déposé cela. Parce qu'au-delà, je vous ai dit, moi, je viens d'une famille d'enseignants. Là, on parle des salaires. Je ne sais pas si vous savez comment sont traités les retraités au Cameroun. Les retraités. Si vous saviez qu'il y a des Camerounais
qui servent l'État du Cameroun pendant 30 ans pour toucher leur pension. C'est la croix et la bannière. Et beaucoup meurent en attendant. Parce que lorsque vous devenez retraité dans ce pays, c'est comme si vous naissiez de nouveau. Vous avez servi l'État pendant 30 ans. Je me souviens, on demandait à mon père, dans la paperasse du dossier, de ramener tous ces bulletins de notes de toute sa carrière. Je tombais des nues. Je dis, mais papa, tu as servi ce pays pendant 30 ans. Tu as toujours déposé un bulletin de notes. Bon. Non, mais attendez, allons plus loin. J'ai été saisi il y a quelques jours par le collectif des professeurs vacataires. Ah, il se passe que, au début, en 98, 99, 2000, le président de la République avait lancé une opération spéciale de recrutement des professeurs vacataires dans les lycées. Ils ont été recrutés et au bout de 10 ans, comme le dit d'ailleurs le statut de la fonction publique, ils avaient la possibilité de se faire intégrer. Donc tous ceux qui ont été recrutés là, 10 ans plus tard, donc en 2010, ont fait des dossiers pour être normalement intégrés. Sauf que ça a traîné 6 ans. Et ce n'est qu'en 2016 que l'État a décidé de les intégrer. Sauf qu'au moment où on décide de les intégrer, comme certains ont été recrutés, parce que la limite d'âge au moment du recrutement en 98, 99, 2000 était de 42 ans, il y en a qui, dans l'attente de 2010 à 2016, ont déjà 55 ans révolus. Et au moment de les intégrer, on leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas être intégrés. Donc on leur impute une fois encore la lenteur, l'incurie de l'administration. Vous avez déposé des dossiers, on vous a fait attendre. Ils m'ont saisi, d'ailleurs j'ai saisi le Premier ministre à cet effet pour qu'il se penche aussi sur ce dossier, puisque j'ai vu qu'il a mis une commission ad hoc dont le secrétariat permanent tient des réunions régulièrement, même si les enseignants disent très clairement qu'ils n'en sont pas satisfaits. Mais des exemples comme ça, vous en avez à l'appel. Parce que quelqu'un d'autre me rappelait aujourd'hui que, mais tiens, Hamidou qui est décédé est professeur DPS. Et que le problème particulier des professeurs DPS, il faut qu'on s'y penche. Mais dites-moi, M. Dipita Tongo, est-il si compliqué? J'ai lu quelque part que nous qui en parlions, ça je l'ai dit tout à l'heure, nous faisions de la récupération politique, et que je ne sais trop quoi, j'entends même dire maintenant que ce mouvement-là, OTS, est désormais à la solde d'une dynamique insurrectionnelle dont le but ultime est un coup d'État. Quelque chose comme ça. J'ai d'ailleurs lu ça, il y a des universitaires qui se sont fendus en de tels... Je crois, parmi, il doit être... Peut-être même qu'il en est la figure de proue. Et bien lorsque j'ai lu ça, ça m'a rappelé les débuts de la crise anglophone. Les débuts de la crise anglophone. C'est exactement comme ça que ça avait commencé. Un problème d'avocat qui était posé. On les a bastonnés, on les a méprisés. Et ça a dégénéré sur toute autre chose que nous n'arrivons pas à maîtriser aujourd'hui. Et voilà le même logiciel qui se met en mouvement. Est-ce qu'on ne franchit pas allègrement une ligne je pense aujourd'hui que justement, je ne sais plus qui avait développé la théorie du chaos lent. Mais on est justement dans un chaos lent préparé. Et j'ai d'ailleurs l'impression aujourd'hui que l'un des théoriciens du chaos lent soit lui-même en train, soit devenu un des manœuvriers du chaos lent. Parce qu'il n'y a pas meilleure façon de pousser les gens à bout, d'emmener les gens à faire ce qu'ils n'avaient pas prévu. Parce que lorsque quelqu'un vous dit que je travaille depuis 10 ans, au lieu de faire amende honorable à cette personne, et de lui dire très vite, c'est pour ça que je disais qu'il fallait camoufler, de lui dire très vite, écoutez, on reconnaît qu'on s'est trompé et tout. J'ai vu le ministre de la fonction publique lancer des gadgets du genre initiative de résolution rapide, fois IRR, je ne sais plus trop quoi, c'est un sigle un peu bizarre. Mais il faut simplement faire amende honorable. Mais lorsqu'il y a des gens qui souffrent autant depuis des années, là, vous savez, ça sort de partout. Hein. J'ai découvert maintenant que dans ma propre circonscription d'origine, du côté de Ngok-Mapoubi, au lycée de Modè, plus précisément, il y a un enseignant là-bas qui m'a saisi, qui a 9 ans. Et lui, d'ailleurs, il est tombé gravement malade. Il est allé se faire soigner. Je crois qu'on a failli ou on a amputé un de ses pieds. Mais en plus, même les 2 tiers qu'on lui donnait, on a coupé. Parce que, disait-on, il avait abandonné le travail. Et lorsqu'à une telle personne, la réponse que vous trouvez à lui donner, c'est qu'il est à la solde d'un mouvement insurrectionnel qui, en ce moment-là, est en train de préparer l'insurrection. Je vous disais tout à l'heure, mais puisqu'on parle de beuverie, j'espère que vous savez
que lorsqu'on parlait de la CAN, j'espère que vous savez que le stade de Lembe, les travaux sont à l'arrêt. Depuis la CAN. On y arrive tout à l'heure. Ah, ok. Ben, je voulais Parce vous que, relancer pourquoi sur- j'évoque cette question? Parce que je rappelle qu'ils sont en train de se goberger là-bas 200 milliards. 200 qu'on est en train de mettre là-bas. Oui, ils n'auront pas tout bouffé puisqu'il y a quand même un édifice où la CAN s'est jouée. Mais ils peuvent, avec une extrême facilité, débloquer de l'argent. Parce que là, pour les enseignants, on parle de 2,1 milliards. Je rappelle que lorsque 2,7 l'entreprise adjudicataire à Olembe a déserté parce qu'ils étaient tous partis en vacances refusant de travailler, pour les suppléants, on leur a d'abord donné 11 milliards. Et puis par la suite, on a débloqué 40 milliards. Avec une étrange facilité, une célérité à nul autre pareil. Mais lorsqu'il s'agit des humains, Vous dites quoi, des que- gens qui forment nos Vous enfants, dites qu'on qui crée- servent le on Cameroun, crée des mais voilà goulots ce de que ça donne. tremblement exprès pour faire facilement sortir de l'argent par ailleurs. Mais je voulais vous interpeller, bon, en fait, vous relancer quand même sur un aspect. Vous avez interpellé tout à l'heure les députés, puisque vous êtes en session, évidemment pour que ces problèmes soient véritablement posés sur la table et qu'ils sait peut-être trouver des solutions à travers le budget, pour qu'on trouve les 200 milliards de francs. Vous dites vos collègues du RDPC n'ont pas la même conscience que peut-être ces enseignants, que vous autres, qui plaidez en faveur de ces enseignants-là. Qu'est-ce qui peut expliquer, justifier, effectivement, que session après session, qu'on trouve très peu d'interpellations venant de ce côté, mais aussi, évidemment, qu'avec l'instrument du budget, qu'on ne trouve pas de solution définitive à cela? Non. D'abord, j'ai pas dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, suivez bien ce que je vous ai dit. Et il a fallu que j'aille à l'Assemblée nationale. D'accord. Pour moi, c'est une expérience, hein, l'Assemblée. Je savais qu'on ne pèserait pas lourd et qu'on ne pourrait pas changer le cours des choses. Nous l'avions annoncé dès le début, que ce que nous allions là-bas chercher, c'était d'avoir la majorité de la pertinence, pas du nombre. Donc nous en sommes très, très conscients. Mais ce que j'ai découvert, notamment sur cette législature, d'ailleurs, il se dit que cette législature pourrait très mal se terminer. Comment ça? Ah ben, parce que les anciens disent que le ton et l'attitude des nouveaux arrivants, vous savez, ça a été renouvelé à plus de 50%, hein, l'Assemblée nationale maintenant. Et il a fallu que j'y sois pour que je sache faire la différence entre les députés individuellement pris et les députés collectivement considérés. C'est quoi la différence? Je vous fais la différence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple en commission, malheureusement, ça c'est encore une anomalie de notre règlement intérieur, les travaux en commission se tiennent à huis clos. Vous savez, il y a 9 commissions, donc lorsqu'une loi arrive, elle est dirigée après la conférence de président dans une des commissions dédiées. Et chez nous, c'est à huis clos. Récemment, je découvrais, et je tombais des nues, je l'avoue, lorsque j'ai rendu visite au Parlement fédéral belge, j'ai découvert que les travaux en commission étaient diffusés en direct à la télé. Et lorsque je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit justement, c'est pour que l'opinion sache quelle est la position de chacun d'entre nous, même si au bout, la décision qui va être prise, qui est politique, parce qu'on fait jouer le jeu des majorités, va être différente. Et je vous assure que quand vous assistez aux travaux de commission à l'Assemblée nationale, vous êtes renversé par la tonalité, par le franc-parler des députés. Peut-être parce que savent-ils justement que c'est à huis clos. Mais même en commission, plusieurs fois, je veux dire en plénière, plusieurs fois en plénière, certains des députés du parti au pouvoir ont pris la parole, avec une telle véhémence, qui n'est pas surprenante venant de l'opposition, à l'égard des ministres, que souvent nous-mêmes on les regarde, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui est en train de vous arriver? Mais hélas, après tout ça, lorsque vient le moment de décider, ben, leur patron, qui est assis au-dessus, il prend le raccourci rapide en disant c'est adopté, qui est contre. Parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Parce que logiquement... on doit procéder à un vote. Oui, c'est-à-dire il y a un jeu très subtil. Hein. Au lieu de dire aux gens de voter en secret, parce que le vote n'est pas secret chez nous, hélas, parce que comme ailleurs, on devrait pouvoir avoir un dispositif où on demande à chaque député de dire si oui ou non il est pour une loi ou pas. Donc nous, on est dans un système où on dit, ok, on a fini de discuter, qui est contre la loi? Bon, vous doutez bien que nous, on peut lever nos mains, mais très vite, quand vous observez 180 personnes assises, vous avez compté les 16 voix
c'est-à-dire du PCRN, du SDF, de UMS, de l'UDC, très vite vous comprenez que c'est joué, quoi. Donc c'est plus la peine de procéder à quelque vote que ce soit. Donc il y a cela. Et c'est sans doute, hélas, pour cela que la doyenne d'âge s'est comportée comme elle s'est comportée l'autre jour. Parce que lorsque vous voyez le temps de son discours, et je reviens là-dessus, qui a été consacré à nous dire comment la première dame est belle et comment le président de son parti est beau, et le temps qu'elle a accordé, et vous avez diffusé l'extrait tout à l'heure, au problème des enseignants, non, je trouve que c'est disproportionné. Et je vous dis, le peu de temps qu'on a passé ensemble l'autre jour, au lancement de la session de mars, on discute dans les couloirs. Je vous dis que majoritairement, ils en sont indignés. Je rappelle que les députés ont un groupe WhatsApp de travail. Je connais les positions des uns et des autres. Donc, tout ce que nous leur disons souvent, c'est que sur des questions non clivantes, parce que je veux bien, M. Dipita Tongo, que nous ne nous entendions pas, sur des questions d'ordre idéologique, qui sont par nature clivantes, mais sur des questions qui engagent nos enfants, le Cameroun de demain, nous devrions être en mesure de nous accorder. Et l'appel que je leur lance aujourd'hui, c'est celui-là. Sur cette question des enseignants, puisqu'il s'agit de nos enseignants, de nos enfants et surtout de nos militants à nous tous. Moi, je tiens à vous rappeler que le proviseur de l'un des lycées des ECA, qui est ma ville natale, est un militant attitré du parti au pouvoir. D'ailleurs, il en est conseiller régional. Donc, vous ne me direz pas que entre lui et ma collègue Odile Ngoma Hop, quand je dis ma collègue députée suppléante Odile Ngoma Hop, PCRN, ou alors Maria Jean, qui est militant PCRN à Kaikai, ou à Tumpaï Luc, à Marois, non, qui sont eux aussi, ou Banan Barthélemy, qui sont eux aussi des enseignants, vous ne direz pas que non, c'est seulement les Banan Barthélemy, Odile et autres qui sont en train de manifester et que ça ne concerne pas les autres, non. La souffrance des enseignants ne distingue pas les partis politiques. Absolument. Donc, si ça ne distingue pas de partis politiques au milieu des enseignants, essayons de faire de l'effort, nous aussi à l'Assemblée, en tout cas au Parlement, pour que les partis politiques parlent d'une même voix. Je voudrais relever à travers cette communication que les enseignants concernés par OTS, on a trop supporté, reconduisent évidemment leur mouvement Crème Morte dès ce lundi. Je vais lire quelques extraits. Nous entrerons dans la 4e semaine de notre grève. Le prolongement de cette grève résulte des solutions insuffisantes proposées par le gouvernement, dont nous notons la volonté de trouver une issue. La volonté de trouver une issue à cette crise qui commence à durer. Pour un retour immédiat dans les salles de classe, nous réclamons la prise en charge immédiate des ECI, ainsi que l'appurement entière de la dette due aux enseignants, et puis l'automatisation des avancements. Nous serons ensuite prêts à discuter... L'automatisation, vous voulez dire? L'automatisation, pardon. Des avancements. Nous serons prêts à discuter pour dresser un calendrier clair dans l'optique de la révision et de l'application du statut particulier de l'enseignant. Il parle également de ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui a instruit ses collaborateurs, notamment gouverneurs, préfets et sous-préfets, de se rendre dans les établissements pour rencontrer, communiquer autour des actions du gouvernement. Ils demandent à leurs collègues là de les accueillir et puis de mieux expliquer encore à ces autorités. Ils demandent enfin de suivre lors du mouvement, de se rendre dans les établissements scolaires, mais ne mener aucune activité pédagogique et sans débordement aucun. Évidemment que pour terminer dans cette communication, il salue à nouveau la solidarité des parents d'élèves par le biais de leur association qui ont témoigné leur soutien. Voilà un peu en gros, pour dire simplement que pour eux, la satisfaction n'est pas totale et que le mouvement se poursuit. Tiens, vous avez lu là un communiqué, vous avez dit du MINAT. Non, le MINAT, en fait, le MINAT a une autre communication qui n'est pas forcément communiquée, il interpelle les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets. Il leur demande de se rendre dans les établissements scolaires pour davantage expliquer la communication gouvernementale et les mesures prises par le gouvernement, évidemment, pour apporter réponse aux... Alors, je veux comprendre. D'accord. Vraiment, question de logique. Vous avez suivi le point de presse. Mais bien sûr. Il y avait le MINAT? Non, du tout. À ce point de presse? Non, du tout. Donc, on peut penser que les mesures qui ont été prises concernent la fonction publique, concernent les enseignements secondaires, concernent l'éducation de base. Des ministères qui, il me semble, peut-être en dehors de la fonction publique,
qui sont représentés dans les régions, les départements et les arrondissements. Donc, logiquement, ceux qui pourraient le mieux expliquer sont ceux qui sont liés à ces ministères. Peut-être qu'il peut le plus, peut le moins. Ils sont tous sous la coordination des sous-préfets, préfets et gouverneurs. Ok. Bon, dans tous les cas, j'ai réfléchi à haute voix, je n'ai pas apporté réponse. Non, je pose, vous comprenez bien que je suis en train d'ironiser, mais enfin, c'est juste une fois de plus regrettable. C'est-à-dire que ils ont l'art, vous savez, c'est une ingénierie, hein, celle de la médiocrité. C'est-à-dire ils ont l'art de prendre toujours les mauvaises décisions. Et quand vous dites Minat, moi ça me rappelle une séquence. Hein. Quand la crise anglophone commençait, je me souviens de quelqu'un qui avait dit l'ordre règnera par tous les moyens. On voit comment ça règne. En mot de sortie, quelles sont les mesures, pour vous, immédiates au PCRN à prendre, évidemment, pour apaiser cette situation? Évidemment, conscient également des moyens que le gouvernement déploie ou alors que le gouvernement pourrait posséder. Je dis, c'est très simple. Ce qu'il faut là pour apurer le passif, c'est de l'argent. Absolument. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est de l'argent. Il faut trouver 181 milliards pour apurer le passif. Ça, c'est déjà le passif. Puisque maintenant, par la suite, on espère que tout va se normaliser, notamment avec l'autonomisation des avancements. C'est tous les 2 ans. Vous êtes noté, vous déposez votre bulletin de note, logiquement, vous devriez avancer. Donc, c'est l'appurement de ce passif. Et pour trouver cet argent, ils ont, de mon point de vue, 2 options. Il y a celle qu'ils sont en train d'utiliser insuffisamment, qui est celle des interventions directes, les fameuses lignes 65 aux finances et 94, dont le président de la République peut très bien. Maintenant, si ces lignes-là ne leur donnent pas les moyens qu'il faut, ils peuvent réviser la loi de finances. Nous pouvons trouver dans les 5 700 milliards de budget de l'État du Cameroun, 200 milliards pour apurer cette dette. Et voici une session en cours. Vous voyez que ma solution, elle est concrète, elle est constante, elle est immédiate et elle n'est pas partisane. D'ailleurs, ils en tireraient les dividendes, puisque c'est eux qui peuvent faire des projets de loi et c'est eux qui, à la majorité, comme j'ai dit tout à l'heure, qui voteraient. Donc, ils auraient beau jeu de dire, nous vous avons écouté, nous sommes au pouvoir, nous avons trouvé la solution. D'accord. Parlons à présent d'une opération de déguerpissement des populations dans une localité, dans une zone ici à Douala qu'on appelle Essengue. En fait, c'est une zone portuaire, tout au moins en termes de propriété d'eau maniale. Il se trouve que cette parcelle de la ville de Douala appartiendrait au port de Douala. Et le port qui veut y faire des investissements, donc opérés par les moyens, disent-ils, légaux. Suivez ce reportage. À en croire maître Paul Payeri, sur le site dont l'accès nous a été interdit, se trouvent de nombreuses familles qui passent depuis le 5 mars leur nuit à la Belle Étoile. Ceci après avoir vu leur maison détruite par des engins du port autonome de Douala. Quartier Essengue, selon le port, ces populations occupaient illégalement le domaine public, un domaine sur lequel il veut engager des travaux de construction et d'aménagement des voies de contournement et des dessertes en zone aval du port de Douala-Bonabéry. Le port autonome de Douala, qui est le maître de l'œuvre, change comme un caméléon jour après jour. Parce qu'à ce niveau, il y a une discussion qui est entre les Bellois, qui revendiquent être les propriétaires de cette zone d'Essengue. Et ce sont ces Bellois qui ont placé ces populations, qui ont investi intensément. Parce que je crois que si vous étiez sur le terrain, vous allez voir l'importance des constructions érigées. Un quartier qui est déjà là, habité, la Sonnelle a installé tout, avait un chef de quartier, des chefs de bloc, bien connu par les autorités administratives, que se trouve au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture. Ils savent bien qu'il y a une population qui paye, certains vont jusqu'à payer même des taxes foncières. Une première sommation a été faite il y a 8 mois. Et le 23 février dernier, dans un communiqué de presse signé du directeur général du port autonome de Douala, un ultimatum sera donné à ses habitants. Et pour leur réinstallation hors de la zone portuaire, le PAD avait promis d'accompagner les familles déguerpies. Maître Paul Payeri est l'avocat de ces familles. Le discours allait d'abord bon train, parce que même le directeur autonome du port a à un certain moment dit que bon, il était conscient. Parce qu'il y a un titre foncier sur les lieux,
il était conscient que ces personnes qui étaient sur le terrain n'avaient pas de titre et qu'il fallait les faire partie, mais en les accompagnant socialement. Ce discours a plu. Même si vous voyez, à un certain moment, j'ai écrit un article dans les réseaux sociaux pour apprécier la façon de voir de monsieur le directeur général du port autonome. On est allé même jusqu'à penser à une hypothèse de recasement, quelque part. Pourquoi pas, on a imaginé des sites. Mais quand ils reviennent, ils ne regardent plus cela. Une situation qui se passe sous le regard de l'État, car précisons-le, le chef de l'État est au courant de ce litige grâce à une lettre écrite en 2016 par le roi Bel. D'ailleurs, consigne avait été donnée à la primature de suivre cette situation. Ce qui est discuté, c'est une étendue d'environ 1000 hectares. Et selon le chef supérieur du canton Bel, cette zone n'est pas du domaine portuaire. D'ailleurs, la casse est en violation complète des dispositions des procédures judiciaires en cours, car l'affaire est pendante devant les tribunaux. Il y a des décisions actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance, où le canton Bel, qui revendique ses droits sur cette portion, demande qu'on aille limiter la zone précise du port. Et il y a eu un ADD qui est tombé. Ça fait, je crois, quelques semaines seulement que cet ADD est tombé. Et qui demandait, qui a désigné des experts, 2 experts, qui, je crois, on a demandé près de 2 millions pour qu'ils descendent, circonscrire la zone. Bon, ils passent outre. Pour eux, la justice ne leur dit rien. Même si à un certain moment, on a parlé d'un souci des effets du titre foncier, le canton et le collectif, la task force qui est là sur le siège, dont je parle aussi à son nom parce qu'il m'a dit, le président m'a dit de pouvoir intervenir parce que je défends aussi, je défends les intérêts. Donc tous ces gens ont des actions au niveau du tribunal, tant devant le juge administratif que devant le juge civil. Le PAT se fout de ça. Au rang des constructions détruites, plusieurs écoles pour environ 8000 élèves abandonnés à eux-mêmes alors que le second trimestre se poursuit ailleurs. Et dans une déclaration signée par les chefs supérieurs Sawa Djouvouri, dont le représentant du canton Akwa, le chef supérieur du canton Bako-Kovouri, le chef supérieur du canton Bassavouri, le chef supérieur du canton Bélé et le président en exercice du Ngondo, chef supérieur du canton d'Eido, ces derniers réitèrent leur soutien et encouragement à l'équipe dirigeante du port autonome de Douala dans ses efforts inlassables visant à faire de la métropole économique une place portuaire de premier rang dans le golfe de Guinée. Une déclaration qui laisse bien seul le chef supérieur du canton Bel et les populations déguerpies d'Essengue. Alors donc, en un mot, en plusieurs, la situation du côté de Essengue, qui évidemment courrouce les populations qui doivent libérer les lieux. Vous avez suivi Maître Payard, qui est le représentant en termes d'avocat de ces populations-là. Une réaction peut-être, Cabral Libi, au détour de cette action? Une fois encore, je ne peux qu'exprimer mon indignation et ma désolation. Je connais bien le dossier d'Essengue, parce que celui que je considère comme étant l'un des porte-flambeaux de cette lutte, de ce combat, monsieur René Paul Ngui, on s'est vu plusieurs fois et il me tient régulièrement au courant de l'évolution du dossier et tout ça. Je me suis même rendu à la direction générale du port autonome de Douala, où j'ai discuté avec les responsables du port, dont il y avait le DG lui-même et certains autres responsables qui maîtrisent ce dossier. Donc, je me suis fait une idée. Et lorsque j'allais les voir, c'était déjà sur un point de droit. Enfin, je suis juriste dans une autre vie. Parce que je semblais lire une confusion entre le domaine portuaire et le domaine maritime de l'État. C'est deux choses. Le domaine portuaire, il a été arrêté par le président Ahidjo à la création du port. Maintenant, la cartographie de l'époque et la cartographie d'aujourd'hui sont déjà un problème. C'est-à-dire que tout le monde se prévaut du même décret, mais en a chacun, les uns et les autres, en ont une interprétation et une représentation différente. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez les populations de Sengue, ils vous montrent la carte. Sur la base du décret, vous discutez avec les responsables de l'administratif. Sur la base du même décret, ils vous montrent une carte.
Et les populations vous disent qu'il y a effectivement une confusion. Parce que le domaine maritime qui appartient à l'État, comme le domaine national, c'est d'ailleurs des choses contre lesquelles je m'insurge tous les jours. Vous connaissez ma position sur la gratuité du titre foncier. Alors, pour que le port accède au domaine maritime, ce n'est pas automatique. Il faut encore qu'il y ait un certain nombre de formalités pour cela. Mais dans un cas comme dans l'autre, et je redis là ce que j'avais dit au directeur général du port autonome de Douala, c'est la même chose que j'avais dite lorsque j'étais allé auprès des populations cassées au quartier Newton. Et là-bas, comme le disait quelqu'un tout à l'heure dans votre reportage, nous les assistons juridiquement. C'est la même chose que j'avais dite quand je suis venu suite à l'appel des populations de Bali. Je suis constant à chaque fois. Je dis, les villes sont appelées à s'agrandir, à se moderniser. Et parfois, le prix à payer, c'est de déplacer les gens. Et vous voyez que moi, je parle bien du mot « déplacer ». Parce qu'en la matière, on parle de déguerpissement. Vous savez, déguerpir quelqu'un, c'est dire que cette personne n'a aucun titre de propriété. Déguerpir, c'est ce que ça veut dire. Au lieu, différent de exproprier. Dans exproprier, vous avez proprié. Ça veut dire que vous êtes propriétaire de quelque chose. Et moi, je leur dis à chaque fois, mettons-y de l'humanité. Mettons-y de l'humanité. Vous voulez aménager. Vous voulez réaménager. Où est l'urgence pour que vous jettiez les gens dans la rue? Où est l'urgence? Est-ce que ça ne peut pas être fait avec humanité, avec méthode, en reconnaissant les propriétés des uns et des autres, qui, pour le cas de Senghé, ceux qui les revendiquent, c'est des propriétés, on parle bien de canton, ce sont des propriétés coutumières. Moi, je suis juriste. On m'a appris à l'école que parmi les sources du droit, il y a la loi, les traités, la coutume. La coutume. Pourquoi la coutume serait une source de droit, de façon générale, et ne serait pas une source du droit de propriété, dès qu'il s'agit de la question foncière? Et je leur dis à chaque fois, mettez-y de l'humanité. D'ailleurs, il y a même un texte du Premier ministre de 2008, je crois, qui, c'est vrai, les contextes sont différents, sur la question de réaménagement urbain. Et c'est ce que je faisais prévaloir au quartier Newton. La loi, elle est claire. Elle dit, chaque fois que vous menez des travaux de réaménagement urbain, les personnes que vous devez déplacer, qu'elles aient été propriétaires ou pas, doivent être relogées. D'accord. Donc, c'est la préconisation que je fais tous les jours. Et à chaque fois, je pose la même question. Si l'État cesse d'être humain, alors au service de qui il est encore? D'accord. C'était juste une réaction qu'on voulait de votre part. L'autre question, quand même, qui nous intéresse ce soir, c'est ce qu'on appelait la vie chère au Cameroun, cette forme d'inflation des prix, notamment de première nécessité sur le marché, qui fatalement a un impact, je l'ai dit dès l'entrée de l'émission, sur le panier de la ménagère. Et puis évidemment, ça crée souvent des petites crises familiales, des petites... Vous, au PCRN, vous avez d'ailleurs pris une position assez forte là-dessus. C'est bien que vous vous en souveniez. Au sortir de la session parlementaire, j'ai vu l'élément. Et même avant. Et je crois d'ailleurs que demain, ma collègue Roland Goïssi va tenir un point de presse, parce qu'elle est par ailleurs présidente du mouvement des consommateurs. Allons-y aux propositions de sortie également de cette actualité-là. Comment ramener le prix des produits urgents, on peut le dire comme ça, des produits nécessaires, des produits, j'ai failli dire incontournables pour la consommation des familles, au niveau du prix de chacun? Mais là encore, il faut savoir. Pouvoir d'achat, je veux dire. Mais là encore, il faut appliquer la loi, déjà. Monsieur Dipita Tongo, vous êtes journaliste chevronné. Est-ce que vous vous souvenez que depuis qu'il y a cette affaire d'inflation, est-ce que vous vous souvenez que le gouvernement a fait une sortie? Ben, c'est vous qui couvrez leurs activités. Peut-être, ils ont fait une sortie? Pas encore. Mais pourquoi? Ben, il faut poser, vous êtes au Parlement. Mais encore une question d'humanité. Posez la question au ministre du Commerce. Ben ouais, croyez-moi, ce sera fait. Je crois d'ailleurs qu'il y a des questions orales rédigées à ce propos déjà. Mais la première chose à faire, c'est d'expliquer aux populations ce qui arrive. Les Camerounais sont traversés de rumeur en rumeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver?
Nous apprenons des médias internationaux que la crise qu'il y a notamment entre l'Ukraine, la Russie, impacte les questions de production de blé, ainsi de suite. Mais vous voyez, par exemple, en Europe, le prix a augmenté à la pompe, le prix de l'essence, du carburant. Au Cameroun, ça n'a toujours pas augmenté pour une raison simple. C'est que le Cameroun applique la politique de compensation, donc de prix homologué. Mais c'est là où je voulais en venir. Sur le principe, il y a au Cameroun ce qu'on appelle la liberté de commerce et d'industrie. Je crois que tout cela nous vient d'une réglementation qui date de 1991. Donc, logiquement, on est dans une sorte de marché libéralisé. C'est-à-dire que c'est le marché qui fixe le prix d'équilibre. Mais à côté de cela, c'est toujours la réglementation qui le dit, il y a des produits dont les prix sont soumis à homologation. Et ces produits-là doivent d'ailleurs faire l'objet d'une liste qui est fixée par le Premier ministre et assortie des prix homologués. On parle là des produits de première nécessité qui peuvent être le savon, le riz, les tomates. Vous les maîtrisez mieux que moi. Et lorsque ces produits-là sont homologués, il y a donc un contrôle des prix. C'est-à-dire que tous les commerçants malveillants qui voudraient profiter d'une situation ou d'une autre pour spéculer sur les prix sont traqués par l'État. Et je crois que le problème se pose à ce niveau-là. L'État se montre impuissant à faire respecter l'homologation, son homologation des prix des produits de première nécessité. Mais là encore, Monsieur député Tongo, comme je vous le dis, c'est encore un trait d'inhumanité. Parce que, à la vérité, ceux qui doivent décider de toutes ces questions n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Pas du tout. Donc ça peut augmenter du simple au triple, du quadruple, ils n'en seront même jamais informés. Et c'est pour ça qu'ils ne se montrent pas prestes. Vous, que préconisez-vous comme ça? Première chose, il faut communiquer. Il faut déjà nous dire, nous les citoyens, ce qui se passe. Quelle est la cause de ci ou de ça. Et à partir de ce moment, on réfléchit à des solutions. Parce que si on ne connaît pas la cause exacte, oui, on nous parle de l'inflation au niveau international. Oui, mais quel est le taux de cette inflation? Quelle est la portée de cette inflation? Quelle est la taille de cette inflation? Sur quel produit cette inflation porte? Et est-ce qu'on ne peut pas explorer d'autres pistes? Si ça venait de tel pays et que désormais c'est plus compliqué, est-ce qu'on ne peut pas aller vers un autre pays? C'est ce que font tous les gouvernements à peu près normaux dans le monde. Quand une crise éclate. Et nous ne demandons qu'à savoir d'abord quelle est la cause du problème et quelles sont les mesures prises. Parce que ce serait hasardeux de dégager quelques mesures immédiates. Je parle de mesures immédiates, que ce soit sans connaître la cause. Et ceux qui sont en mesure de nous dire quelle est la cause exacte, c'est ceux qui nous gouvernent. Donc, nous, on est désemparés devant la situation pour pouvoir vous dire exactement ce qu'on ferait. Par contre, sur le long terme, nos propositions sont constantes, moyen et long terme. On l'a toujours dit. Les produits dont les prix ont explosé, ils sont connus. Ce sont pour la plupart des produits alimentaires. Je ne crois pas que les gens soient en train de se plaindre que les voitures ont augmenté, que les prix des voitures ont augmenté, ou que les prix des climatiseurs ont augmenté. Les gens vous parlent bien de riz, de savon, d'huile, toutes choses que le Cameroun est en droit de produire, mais que nous importons depuis des années, par centaines de tonnes et de centaines. Ah, la fameuse politique tant déclamée d'import-substitution. Vous savez, quand ils arrivent à l'Assemblée, ils n'ont que ça à la bouche. Sauf qu'à la réalité, rien du tout. Rien du tout. Parce qu'ils ne veulent pas sortir de ce qu'on appelle en économie le big push. La méthode, le choix économique du gouvernement camerounais est un choix qui ne peut conduire que vers là où nous sommes. C'est-à-dire, comme on dit, je ne sais pas quel auteur l'avait dit, qui trop embrasse, mal étreint. On est dans la politique de ce que les économistes appellent la grande poussée. C'est-à-dire que vous avez peu d'argent, mais vous l'injectez un peu partout par des mesures de saupoudrage. Et ça, c'est la politique du régime actuel. C'est même peut-être ça qui les maintient en équilibre. Et on laisse donc jouer la régulation par la corruption. C'est-à-dire que lorsqu'on a saupoudré partout, les plus vaillants, c'est-à-dire en termes de corruption, réussissent à se tailler la part du lion et les autres se battent comme ils peuvent, bavardent dans les médias. Puis de toute façon, s'ils essaient de marcher, on les fouette. Alors que ce qu'il faut régler,
c'est l'option structurelle. On doit passer vers ce que les économistes appellent encore la transformation structurelle. Sauf que quand vous prenez leur document d'orientation budgétaire, quand ça arrive à l'Assemblée, et c'est là que je suis toujours amusé, c'est ce qu'ils vous disent, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire là, qui est écrit dans leur document. Mais une fois que vous prenez le budget, c'est-à-dire, vous voyez donc la matérialisation de ce qui a été dit pendant le débat d'orientation budgétaire, c'est l'exact contraire. Ils sont toujours dans le saupoudrage. Pourtant, il faut que dans ce pays, qu'on injecte prioritairement de l'argent dans l'agriculture pour que nous soyons en mesure de produire une bonne partie de ce que nous consommons. Et pour cela, il faut investir. Je rappelle que pratiquement la moitié du budget, ce qu'on appelle le programme alimentaire commun, je crois, le PAC de l'Union européenne, est consacré à ça, au PAC, justement. Regardez les budgets des pays à peu près normaux. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, je crois qu'on a créé des réseaux prébandiers qui tirent avantage de l'importation de certains produits. Et comme c'est à leur avantage, comme d'habitude, ils ne se montrent pas prestes. C'est un peu comme la question de l'enseignant. Vous voyez qu'à chaque fois, le serpent se mord la queue. Un mot sur la question de la crypto-monnaie. Vous savez, on en parle de plus en plus et de façon récurrente ces dernières semaines avec cette affaire liée Plimal, dont certains souscripteurs, évidemment, sont montés au créneau pour, eux disent-ils, dénoncer une arnaque. Mais visiblement, sur la plateforme internationale, la crypto-monnaie qu'on connaît très peu ici, semble être une autre forme de financement ou une autre forme d'échange qui gagne le marché. Et pourtant, au Cameroun, on semble traîner le pas. Je voudrais votre réaction et votre analyse là-dessus. Alors, sur la question qui a défrayé la chronique, qui concerne spécifiquement l'IEP Limal, je crois que le directeur général lui-même de cette entreprise s'est exprimé. Et moi, j'ai d'ailleurs été heureux de le voir s'exprimer parce qu'à un moment, les rumeurs disaient qu'il était en fuite. Bon, la fuite aurait été justement la confirmation de ce que c'est quelqu'un de véreux ou de mafieux ou de bandit. Donc le fait qu'il se soit exprimé publiquement dans les médias et qu'il soit toujours au Cameroun et circule librement, ça veut dire qu'il n'est pas forcément ce qu'on a fait circuler à un moment. Maintenant, sur la crise au fond, comme je le disais, lui-même s'est exprimé là-dessus et il a exprimé lui-même les difficultés que traverse l'entreprise qu'il dirige. Mais le regard que moi j'ai sur ce monsieur est tout autre. Mais absolument tout autre. Et là encore, j'interpelle le gouvernement. Parce que la crypto-monnaie, c'est de la monnaie cybernétique, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est échangée de personne à personne par une technologie qu'on appelle le blockchain, la technologie des blocs, qui est pourtant une technologie novatrice, très sécurisée, et qui est en implémentation partout dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a environ 18 000 crypto-monnaies. Et les plus connues, c'est par exemple le Bitcoin, parce que la crypto-monnaie permet c'est un moyen de paiement. Absolument. C'est un moyen de paiement. Et il y a aujourd'hui, dans pas mal de pays dans le monde, où vous pouvez acheter en ligne par la crypto-monnaie, où vous pouvez entrer dans un supermarché, vous payez par crypto-monnaie. C'est également un outil de placement, la crypto-monnaie. C'est un actif financier. C'est-à-dire que vous pouvez placer votre argent, comme les gens le font dans des bourses. C'est une sorte de bourse, où vous placez votre argent et selon le jeu du marché, en termes simples, vous placez votre argent, les gens l'utilisent et vous gagnez des bénéfices de ce placement. Vous pouvez aussi avoir des pertes en fonction, comme vous le dites. Vous pouvez aussi avoir des pertes, selon que le marché, parce que le marché de la bourse, tout le monde le sait, fluctue. Et d'ailleurs, dans pas mal de pays aujourd'hui, les bénéfices de ces placements de crypto-monnaies sont taxés. Je pourrais parler de la France, du Japon et autres. Donc, à la vérité, j'ai même écouté un parlementaire français et même un autre belge sur la question, qui disait que la crypto-monnaie est même un outil puissant de lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que je vous disais que le regard que moi j'ai sur le DG de l'IEP Limal est tout autre. En fait, moi, je pose mon regard sur un Camerounais, un citoyen camerounais, qui a été proactif, qui est venu, en fait, qui a ramené au Cameroun, avant les autres, une technologie qui sort les gens de la pauvreté un peu partout sur la planète et qui fait l'objet de réglementation et de régulation un peu partout sur la planète. La question que moi je me pose jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'État n'a pas saisi l'IEP Limal comme opportunité pour réguler
réglementer le secteur pour que les Camerounais apprennent aussi à s'approprier de cet outil qui fabrique des fortunes un peu partout dans le monde, qui est aujourd'hui vu comme un outil puissant ou efficace de lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que moi je vous disais que le regard que je pose sur ce monsieur est totalement différent. Moi j'ai plutôt vu quelqu'un de courageux, un entrepreneur qui est venu avec un outil novateur. D'ailleurs la question que moi je me suis toujours posée, c'est depuis qu'il le fait. Apparemment ça a marché. Apparemment. C'est-à-dire il se dit que plein de gens sont devenus riches par cette affaire. Donc, et je crois que lui-même, je l'ai suivi sur un plateau, disait qu'il a fait une mutation. Je crois qu'il est passé de 1.0 à 2.0. Donc, il est rentré, en fait, comme on pourrait dire, en bourse. Il a coté son entreprise. Mais vous vous doutez bien que, pour ceux qui s'intéressent un peu à la finance internationale, le premier indicateur de sérieux d'une entreprise, de transparence d'une entreprise, c'est sa capacité à être coté en bourse. Donc, j'ignore honnêtement le fond des problèmes qu'il y a pu y avoir, comme lui-même il le dit, dans la transition de 1.0 à 2.0. Mais moi, j'interpelle plutôt le gouvernement à utiliser ce monsieur pour réglementer le secteur, puisque ça fait ses preuves partout, pour que les Camerounais se l'approprient. On sort par le football. Évidemment, il y a eu cet après-CAN, dont on attend toujours, qui c'est peut-être une forme de bilan. On a le bilan sportif, les Lions sont sortis à la porte de la finale, ils ont fait 3e à l'issue du match de classement, donc cela a su, c'est une satisfaction pour certains, une déception pour d'autres. On a eu un nouvel entraîneur, Rigobert Song-Bahanac, le banc est donc revenu aux nationaux, mais surtout, j'ai failli dire tous les autres bilans, peut-être qu'on devrait attendre, qu'il faut voir, la construction des stades, tout ce qui a été mis pour l'organisation de cette compétition-là. Vous, quelles sont vos attentes précises à l'issue de cette compétition? D'abord pour l'Africa Foot, le football. Mes attentes sont constantes depuis des années, c'est la professionnalisation. D'accord. Le Cameroun ne peut pas avoir eu Roger Mila, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Rigobert Song et tout le reste, et ne pas devenir une terre d'industrialisation du football. Il faut absolument le professionnaliser. Il faut absolument que des Camerounais vivent de ce don. Parce que ce savoir-faire est finalement un don pour les Camerounais. Et sous réserve des affaires qui sont pendantes ici ou là, que ceux qui sont en charge du football actuellement, dont Samuel Eto'o fils, je ne peux que leur souhaiter de révolutionner cette affaire. Et je crois que son comportement à l'entame de son mandat ne donne pas lieu au moindre doute sur sa volonté, notamment la passe d'armes qu'il a eue, même avec l'État, pour imposer ses choix. Donc, ça montre quelqu'un qui a un projet, qui a un plan, et qui ne voudrait pas que ce projet soit distrait par d'autres considérations. Maintenant, c'est trop tôt de faire un bilan. Attendons de voir comment ils vont pouvoir lancer le championnat. Attendons de voir comment ils vont professionnaliser davantage. Mais on ne peut que saluer déjà les réformes qui sont entamées au niveau de l'Africa Foot. Mais sur les infrastructures, vous évoquez la question, je voulais l'évoquer tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on en parlerait, c'est le moment d'en parler. Je le dis encore pour m'en indigner. Je vous ai dit, j'ai introduit une proposition de résolution pour constitution d'une commission d'enquête parlementaire. J'espère que vous êtes donc au courant de ce qui se passe maintenant. Le stade de Lembe devait coûter 163 milliards. Au moment où l'entreprise italienne Piccini s'en va, ils ont déjà consommé 113 milliards. Il reste donc 50 qui étaient disponibles dans une banque italienne. À cause des problèmes avec Piccini, cet argent est bloqué. L'État du Cameroun va donc s'endetter ailleurs, notamment dans une banque anglaise, à hauteur non plus de 50 milliards, comme la somme qui est bloquée et que nous allons rembourser par ailleurs, mais à hauteur de 55 milliards. On passait donc de 163 à 168 milliards. Sauf qu'entre-temps, pendant qu'on attendait le financement de la banque anglaise, l'entreprise adjudicataire qu'on nous avait présentée à l'époque comme étant providentielle décide de faire bagage et de partir. Pour les amadouer, l'État du Cameroun va encore s'endetter auprès des banques locales à hauteur de 11 milliards pour les leur donner. Ça va donc porter l'affaire de 168 plus 11 à 179 milliards. Voilà où on est. À la faveur de la CAN, dès que le prêt
de la banque anglaise a été positionné, ils ont déjà décaissé 40 milliards. 40. Donc, il reste, en théorie, 15 milliards. Le taux d'exécution du projet avoisine 60%. Le taux de décaissement de l'argent y dédié menace de dépasser 80%. Et on est en train, il se trouve des gens normalement constitués qui sont en train de vous dire que les 15 milliards restants vont achever et le stade, qui lui-même n'est pas l'hôtel, tout ce que vous voulez, les cours de tennis, tout ce que vous voulez. C'est évidemment faux. Alors, je n'ai pas fini le compte. Les sous-traitants, qui sont donc des Camerounais, qui ont travaillé jour et nuit, demandent 17 milliards. 17. Ça veut dire que les 15 milliards restants, si on les décaissait même aujourd'hui, serviraient simplement à éponger la dette. Et il faudrait d'ailleurs trouver 2 milliards de plus pour achever. Et on apprend donc aujourd'hui que cette entreprise demande déjà 50 milliards de plus. D'ailleurs, ils sont portés disparus parce qu'ils sont recherchés morts ou vifs par les sous-traitants qui ont décidé cette fois de les battre avec les mains pour parler prosaïquement. Voilà ce que nous disions depuis le début. Vous savez, au Cameroun, c'est parfois facile de prophétiser. Dès qu'il s'agit d'argent, vous pouvez parier qu'ils vont se goberger et ils le font. Cabral Libi, merci. Il y a un téléspectateur, puisque évidemment nous sommes suivis en direct, qui aurait bien voulu vous entendre parler sur la question des huissiers. Je le cite. Ça fait aussi 25 ans. Évidemment, oh là là, mais là-bas c'est grave. Les métiers maintenant, les métiers du droit. Les métiers du droit. Formés attendent leur intégration. On est aussi abandonné sur la route. Un coup de pouce de votre invité. Donc, presque mais tous ça, les je l'évoque même dans l'ouvrage. Presque tous les huissiers en exercice ont atteint et dépassé l'âge de départ à la retraite, fixé à 60 ans, mais continuent d'exercer. Et leurs stagiaires tirent le diable par la queue. Beaucoup sont en train d'avoir l'âge de la retraite sans jamais avoir exercé. Bon, peut-être un nombre. Non, mais globalement, l'accès au métier du droit au Cameroun, c'est un mystère. Hein. D'accord. Comment on fait pour être avocat? Huissier, on attend 10 ans. Comment on fait pour devenir huissier? Comment on fait pour devenir notaire? Pour ne prendre que ces cas-là. Parce que pour les magistrats, les greffiers, on sait quand même comment ça se passe. Mais le reste, comme c'est des métiers du privé, ben c'est complètement... C'est tout un autre monde. Et effectivement, la question qu'il évoque, là, c'est même pas la question de l'accès à la porte, mais à la charge. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des gens qui ont donc achevé leur formation et qui attendent simplement de recevoir des charges. D'accord. Et ça, vous savez qui décide? Le ministre. Mais non. C'est celui qui est président de tout et n'est jamais responsable de rien. C'est lui qui donne les hautes instructions. Merci infiniment. Sans doute, il faut qu'il y ait peut-être un OTS des huissiers. Et bon, il donnera certainement une haute instruction. On espère que vos revendications, alors vos propositions porteront. On n'est peut-être pas majoritaire, mais on en appelle au bon sens de tous les députés, les 180, qui s'est peut-être pour résoudre les questions dont on a parlé ce soir. Et peut-être. Moi, je ne dis plus rien. J'espère que votre voix vous sera entendue. Je ne suis pas député. Madame, monsieur, vous êtes d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. Et puis, demain, c'est lundi d'avance. Bonne semaine, beaucoup de courage aux enseignants. Les variations des